Bonjour et bienvenue sur Omniscience. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, spécialiste des trous noirs et de la cosmologie. Avec lui, on va pouvoir aborder des questions comme la naissance de notre univers, son expansion, mais aussi des objets mystérieux comme les trous noirs. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils se constituent, comment est-ce qu'ils évoluent, et ce qui peut se cacher derrière l'horizon des événements. Bon visionnage. Bonjour Jean-Pierre Luminet. Bonjour, merci de me recevoir. Nous sommes très très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé sur la cosmologie, l'astrophysique, notamment sur les trous noirs. Alors moi, ce qui m'a frappé dans votre parcours, c'est que en 79, vous aviez créé une simulation d'un trou noir informatisé. Et 40 ans plus tard, une quarantaine d'années plus tard, donc en 2019, les premières images qu'on a du trou noir, en fait, on se rend compte que votre simulation était très très proche de la réalité. Alors, moi, ça me fascine. Qu'est-ce qui vous a attiré de base dans les trous noirs? Pourquoi est-ce que vous avez commencé un petit peu vos recherches là-dessus? Oui, alors, il faut dire d'abord que j'avais un parcours de mathématicien avant d'être astrophysicien et astrophysicien théoricien, puisque donc je ne suis pas astronome, je ne fais pas d'observation. Quand j'ai quitté ma Provence natale, où j'avais fait mes études de mathématiques supérieures à l'université de Marseille, ayant découvert par le biais de bons livres de vulgarisation, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais il y en avait quelques-uns de la bonne vulgarisation, enfin je veux dire assez avancée. J'ai découvert la magie de la relativité générale, de la physique quantique, que je ne connaissais pas vraiment, puisque je faisais des mathématiques pures, et je me suis dit, voilà un outil formidable pour aborder quelques-unes des grandes questions, parce que je m'intéressais aussi évidemment aux grandes questions philosophiques, métaphysiques, l'espace est-il fini ou infini, le temps éternel ou pas, voilà, avec un outil mathématique qui permet peut-être pas de répondre à ces questions, mais en tout cas de les aborder de façon rationnelle. Alors j'ai commencé mes premiers travaux, j'ai fait une première thèse, c'était en 1977, sur des aspects très théoriques qui n'avaient pas grand rapport, en fait c'était de la physique mathématique, j'étudiais des solutions particulières des équations d'Einstein, qui n'avaient pas de chance de s'appliquer à l'univers réel, mais ça permettait d'étudier les structures mathématiques. Voilà. Et puis, à l'Observatoire de Paris, donc je débarque à l'Observatoire de Paris, essentiellement entouré d'astronomes, et je vois bien que j'avais commencé à lire des choses sur les trous noirs. Alors, à l'époque, les trous noirs, on en parlait sur le plan théorique, parce qu'il y avait déjà on est dans les années 70, il y avait déjà des avancées théoriques majeures, avec les travaux de Stephen Hawking, Roger Penrose, John Wheeler, etc. Donc, il y avait une théorie déjà relativement assez solide, mais il n'y avait pas les observations astronomiques étaient extrêmement, elles étaient très indirectes, très peu convaincantes. Et justement, moi fasciné par ces objets, non pas que j'y croyais absolument à leur existence, je n'en savais rien, mais en tout cas, ils étaient fascinants sur le plan de leurs propriétés physico-mathématiques, puisque les distorsions qu'ils impriment à l'espace-temps, je trouvais ça vraiment fascinant. Et je me suis lancé un petit peu un défi, puisqu'on n'y croit pas, je vais quand même montrer une image. Et puis, c'était aussi un défi, montrer ce qui normalement est invisible. Le trou noir, par définition, c'est le parangon de l'invisibilité. Voilà. Donc pour le voir, il faut l'entourer d'une structure lumineuse. Et donc, j'avais imaginé, et c'était pas nouveau, qu'un trou noir astrophysique pouvait être entouré de matière. Par exemple, un disque de gaz qu'on appelle un disque d'accrétion. Puis après, plus tard d'ailleurs, j'aurais l'occasion d'en parler, les trous noirs géants qui sont au centre des galaxies sont eux entourés d'étoiles. Voilà. Mais là, à la fin des années 70, donc je m'intéresse à l'aspect que peut avoir un trou noir entouré d'un disque de gaz brillant. Mais cette fois-ci, en tenant compte de toutes les lois de la relativité générale, c'est-à-dire l'espace-temps qui est courbé, déformé dans sa structure géométrique par le champ gravitationnel très puissant, va dévier les trajectoires des rayons lumineux, va démultiplier les images, va créer des illusions d'optique qui ne ressemblent pas du tout aux vues d'artistes que l'on commençait à faire. Vous voyez, une vue d'artiste sur un trou noir. Et aujourd'hui encore, même 40 ans plus tard, on continue à avoir des vues d'artistes illustrant des magazines de culture scientifique qui sont complètement fausses, où on voit une sphère noire, d'accord, c'est la surface du trou noir, l'horizon des événements, puis entouré jusque d'un tourbillon, voilà. Mais en fait, l'aspect visuel, il est complètement déformé. Voilà. Donc, ça a été un petit peu un défi pour moi, parce que ça n'avait jamais été fait. Donc, j'ai simplement mis en œuvre les équations de la relativité générale dans le champ de gravitation
d'un trou noir, décrit par une solution qui s'appelle la solution de Schwarzschild, qui était connue à l'époque. Il faut après calculer les trajectoires des rayons lumineux dans cet espace, la propagation des rayons lumineux. Et j'avais donc imaginé, la simulation consistait à imaginez une plaque photographique, virtuelle évidemment, puisque c'est un calcul numérique, une plaque photographique située à une certaine distance du trou noir, qui représente la position de l'observateur, qui veut prendre une photo de ce trou noir entouré d'un disque lumineux. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer toutes les trajectoires des rayons lumineux issus du voisinage du trou noir, essentiellement du disque d'accrétion, et la façon dont ça imprime la plaque photographique. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce calcul, et c'était en 1978 en fait que j'ai obtenu la première image. Simplement l'article technique avec toutes les équations est paru au début de 1979. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque les ordinateurs dont on disposait, c'était les gros IBM à transistors et avec cartes perforées. On écrivait des programmes Fortran avec des cartes perforées. J'aimais bien ça, c'était efficace. Mais enfin, bon, il fallait attendre un certain temps pour avoir des résultats. Oui, j'imagine. Voilà. Non, mais surtout, l'aspect amusant et anecdotique, à l'époque, je ne l'ai pas raconté. Mais après, je l'ai raconté plus tard. Lorsque, effectivement, quand on va y venir, il y a eu confirmation 40 ans plus tard, j'ai été ressollicité, on m'a dit, mais comment vous avez obtenu cette image? J'ai expliqué les trucs techniques que je n'avais pas expliqués à l'époque. Eh bien, moi, mon ordinateur ne me sortait que des tableaux de chiffres, c'est-à-dire, en fait, l'intensité du flux lumineux sur ma plaque photo virtuelle. Et n'avait pas de logiciel pour produire une image. Or, je voulais une image plus réaliste, en noir et blanc, réaliste en tout cas, une photo virtuelle de ce trou noir-là. Et donc, en fait, j'ai finalisé l'image à la main, c'est-à-dire que mon ordinateur me sortait l'intensité des flux lumineux en différents points de ma plaque photographique. Et comment j'ai fait? J'ai pris donc, ces données numériques et à la main, parce que c'est une époque où je pratiquais également, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, les arts plastiques, le dessin à l'encre de Chine, etc. Je maîtrisais bien la technique. J'ai tracé à la main à peu près 10 000 points sur une grande feuille de papier transparent qui me représentait ma plaque photographique virtuelle, qui représentait le négatif de ma plaque. Parce que j'ai mis des points noirs sur du papier transparent. J'ai mis à peu près avec une densité, donc j'avais divisé en petits carrés, et dans chaque carré, j'avais les chiffres, les données numériques qui me disaient l'intensité du flux lumineux. Donc j'ai tracé un nombre de points par unité de surface proportionnel au flux lumineux que l'observateur lointain recevait. En tout, j'ai tracé, je pense, à peu près 10 000 points. Oh, ça m'avait pris deux soirées chez moi, pas plus. Hein. Voilà. Et après, j'ai pris le négatif du négatif pour avoir ce positif. Cette image absolument spectaculaire où on voit une sorte d'œil qui est noir, qui est la surface du trou noir, qu'on appelle l'horizon des événements. Plus exactement, on appelle ça l'ombre du trou noir, parce que déjà à l'époque, j'ai été le premier à montrer que il y a un effet de mirage gravitationnel qui agrandit légèrement la taille apparente de l'horizon des événements. L'horizon des événements, il est fixé juste par la masse du trou noir. Mais vu de loin, il y a un effet de loupe qui agrandit, et on appelle ça l'ombre du trou noir, d'un facteur que j'avais calculé à l'époque, qui est de l'ordre de 2,6. Et donc, je l'avais calculé. Il y a ça, et puis après, il y a surtout la visualisation du disque de gaz complètement déformé, puisque, par exemple, il n'y a pas de partie qui est cachée. Même si on est pratiquement dans le plan équatorial, où normalement, si vous regardez un objet entouré d'une structure circulaire comme la planète Saturne, si vous êtes proche du plan, il y a une partie qui est cachée derrière. Eh bien, le trou noir, non. À cause de la déformation de l'espace, ne peut rien cacher de ce qu'il y a derrière. Même quand vous êtes dans le plan équatorial, vous voyez la totalité, vous voyez l'arrière. Eh bien, l'arrière du disque est complètement déformé, évidemment, par rapport à sa configuration réelle. Et puis, en plus, j'avais surtout également pris en compte les propriétés physiques des disques d'accrétion à travers des modèles qui existaient déjà à l'époque. Comment un disque d'accrétion autour d'un trou noir, quelle est, en fonction de la distance à l'horizon, quelle est la température, quel est le degré d'émissivité, et surtout tenir compte de ce qu'on appelle les décalages spectraux. C'est-à-dire que un décalage spectral, c'est dû au mouvement. Alors, il y a plusieurs décalages spectraux. Il y a un décalage spectral qui s'appelle l'effet Einstein, qui est dû au champ gravitationnel, qui va d'une certaine manière, qui va modifier les fréquences.
par rapport aux fréquences initiales, ça va modifier les fréquences, parce que le rayon lumineux va avoir plus de mal à sortir d'un champ gravitationnel profond, donc les fréquences vont être décalées, on appelle ça vers le rouge. Et puis après, il y a un autre phénomène encore bien plus important, ce qu'on appelle l'effet Doppler, qui est un effet de la physique très connu, où dès lors que vous avez une source en mouvement par rapport à vous, qu'il s'agisse d'une source lumineuse dans le cas d'un disque d'accrétion, mais ça marche aussi pour les ondes acoustiques, comme chacun a pu le constater, les fréquences que vous recevez sont différentes des fréquences qui sont émises en fonction du mouvement. Ouais. Donc si ça se rapproche de vous, si la source se rapproche de vous, les fréquences sont augmentées. Donc sur le plan acoustique, on a tous entendu effectivement... Les camions de pompiers... le son qui va vers les aigus lorsque ça se rapproche. Pour la lumière, donc c'est pareil. Et donc, comme évidemment un disque d'accrétion autour d'un trou noir tourne autour du trou noir, parce que rien n'est statique, et proche de l'horizon, ça tourne à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, tout observateur lointain, à distance, va subir cet effet Doppler, c'est-à-dire il va avoir la partie du disque d'accrétion qui s'approche de lui, va être beaucoup plus lumineuse que la partie qui s'en éloigne. Alors que si on est dans le disque d'accrétion, c'est symétrique. C'est juste un effet de distance dû à l'effet Doppler. Et donc, j'avais pris en compte ça. Et donc, j'ai expliqué cette image très curieuse, à la fois donc, cet œil noir, entouré de l'image déformée du disque d'accrétion, avec une partie extrêmement brillante, par le plat gauche, parce que j'avais simplement supposé un certain sens de rotation, peu importe, ça aurait pu être à droite, peu importe. Voilà. Et puis après, également, encore plus étonnant, un halo qui entoure juste l'ombre du trou noir, plus fin, et qui représente l'autre côté du disque d'accrétion. Parce que les déformations spatio-temporelles sont telles qu'il y a des rayons lumineux qui partent en sens opposé, c'est-à-dire l'arrière du disque d'accrétion, la partie qui ne fait pas face à vous. Il y a des rayons lumineux qui sont tellement déviés par le champ de gravitation qu'ils font un tour de 180 degrés, qui reviennent vers vous et qui va vous donner une image très déformé du dessous. Donc vous voyez simultanément le dessus un peu déformé du disque d'accrétion et le dessous extrêmement déformé. Voilà. Donc c'est cette image-là que j'ai calculée. C'était au mois de juillet. Ça avait dû prendre quelques semaines à peine, la mise à disposition Et puis, et donc, ça s'est paru pour la première fois. Alors, non pas justement dans l'article technique, c'est paru pour la première fois dans la revue de vulgarisation qui s'appelle La Recherche. D'accord. À cette époque-là, aucun article de vulgarisation, donc c'est 1978, aucun article de vulgarisation n'a été paru en français sur les trous noirs. La revue La Recherche demande, non pas à moi, mais à mon directeur de recherche de l'époque, qui était dans l'un des grands pontes de la relativité qui s'appelait Brandon Carter, collaborateur de Stephen Hawking, etc., c'est grand spécialiste du trou noir, d'écrire un article de vulgarisation sur les trous noirs. Et Brandon Carter ne maniait pas très bien la langue française, encore, et puis en plus, son esprit n'était pas fait pour la vulgarisation. Et comme il savait que moi, j'avais déjà ce sorte de talent, disons, pour la vulgarisation, il m'a dit, on l'écrit ensemble. Et c'est justement le moment où je lui montre la simulation numérique. Il me dit, c'est formidable, on va le mettre dans cet article. Voilà. Donc l'article est paru dans la revue La Recherche sur les trous noirs, c'est un article général, mais juste avec l'image qui venait juste d'être obtenue, mais sans explication. Entre-temps, évidemment, j'avais écrit un article complet avec toutes les équations pour vraiment une revue spécialisée. Et donc, c'est paru en 1979, en janvier 1979, dans Astronomy and Astrophysics. Voilà. Alors, dans ce travail-là, je disais à la fin, je dois dire qu'à cette époque, donc, c'était un défi. Je me suis beaucoup amusé à faire ça parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il faut le dire aux jeunes apprentis, aux jeunes qui veulent faire de la recherche scientifique. Il y a un côté, surtout quand on fait ce type de recherche théorique qui est en amont d'observation. On prédit des phénomènes. Il y a un côté ludique qui est très, très excitant. Donc moi, c'est ce qui est toujours attiré dans la recherche fondamentale, c'est le côté ludique où on va jongler avec des équations et on va prédire éventuellement des phénomènes. Mais franchement, je ne pensais pas à l'époque que de mon vivant, on puisse arriver à capter une image réelle, non plus virtuelle, mais une image télescopique. L'une des raisons, c'est très simple, c'est que les trous noirs
comme vous le savez, ce sont des objets très compacts. Par exemple, les trous noirs ordinaires, qui sont les trous noirs stellaires, résultent de l'effondrement du cœur des étoiles massives, mais ils sont confinés dans des tailles de quelques kilomètres à peine. Or, le plus minuscule. proche, il est à 1000 années-lumière, donc un objet de 50 km de diamètre à 1000 années-lumière, c'est comme si vous essayiez de voir à l'œil nu de bactéries sur la Lune. Donc oui, c'est même pas la peine d'y penser. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on commençait à soupçonner qu'il puisse y avoir des trous noirs géants au centre des galaxies. Alors, ce n'est plus des trous noirs stellaires, c'est des trous noirs qui ont des milliards de fois la masse du Soleil. Et à l'époque, il y avait pratiquement un seul candidat qui venait juste d'être étudié par des observations astronomiques, qui était un objet soupçonné être un trou noir géant situé au centre d'une galaxie lointaine qui s'appelle Messier 87. Des astronomes avaient fait des mesures indirectes montrant qu'il y avait des étoiles proches du centre de cette galaxie qui tournaient anormalement vite. D'accord. Et donc, je dis, c'est un peu comme la problématique également de la matière noire. Il y a quelque chose qui engendre le mouvement de la matière lumineuse, qui crée un champ de gravité. Et donc, il y avait cet objet très hypothétique, qui pourrait être un trou noir supermassif de 5 milliards de fois. 5 milliards de fois la masse du Soleil. Voilà. C'est énorme. Et à la fin de mon article, dans le dernier paragraphe, je disais, si un jour on arrive à prendre une image, parce que vous y croyez pas à l'époque. Je ne croyais pas que ce soit possible de mon vivant. On arrive à prendre une image de cela, le premier candidat serait Messier 87. Hein, voilà. Après, je suis passé à autre chose, dont la simulation numérique est parue, on en a parlé pendant quelques années, puis après, on en a moins parlé. Il a fallu attendre une dizaine d'années pour que d'autres chercheurs recommencent à reprendre mes calculs, mais avec les ordinateurs, la nouvelle génération d'ordinateurs, permettant de calculer. Moi, j'avais fourni les équations nécessaires, mais je n'avais fait un dessin à la main que pour une seule, un seul angle de vue. Oui. Après, on avait des ordinateurs beaucoup plus qui permettaient après, également, non plus de faire des images à la main, mais d'avoir directement, effectivement, des logiciels de reconstruction et de voir le trou noir dans toutes les configurations possibles et imaginables. Ça a duré une dizaine d'années. Et donc, une dizaine d'années plus tard, dans les années 89, j'ai un de mes collaborateurs avec qui je travaillais, qui s'appelait Jean Lamarck, qui a repris mes équations et qui a fait des simulations, mais cette fois-ci avec des ordinateurs de l'époque, avec en couleur, avec différents angles de vue, et également, moi je lui ai demandé également de faire des images animées, parce que à l'époque, je voulais également faire des films, des documentaires pédagogiques sur la relativité générale, et notamment pour un grand documentaire qui avait été commandité par Arte, on avait fait des simulations numériques où carrément on plongeait dans un trou noir, on était en mouvement, dans les équations partaient de même, mais c'était un peu plus poussé, puisque carrément il y avait également un effet de mouvement de l'observateur, en déplacement. L'observateur, il était plus fixe, il pouvait carrément traverser le disque d'accrétion, faire plusieurs tours, et à chaque fois, on avait des paysages extraordinaires. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis après, moi, je continuais à travailler sur d'autres sujets, notamment liés toujours au trou noir. Alors, j'en dirais peut-être un mot, effectivement, la façon dont les étoiles sont écrasées et détruites par le champ ce qu'on appelle le champ gravitationnel d'un trou noir. J'ai appelé les crêpes stellaires flambées. Ça, c'était dans les années 80. Et puis après, j'ai travaillé plutôt sur la cosmologie, avec, j'aurai l'occasion d'en parler, je pense, si on a le temps, sur mes modèles d'univers chiffonné, des interrogations sur la forme de l'espace. Alors, pour en revenir, je reprends le fil de cette histoire. En 2000, donc, je n'ai plus suivi les simulations numériques, d'ailleurs je ne savais même pas s'il y avait d'autres simulations numériques qui étaient plus précises, qui étaient faites sur l'aspect, l'ombre d'un trou noir entouré de disques d'accrétion. Ce qui a réactivé ma curiosité pour ça, c'est curieusement la sortie d'un film de science-fiction qui s'appelle Interstellar. Voilà, j'allais y venir. Alors on est en 2013, je crois, 2014, je ne sais plus très bien. Je reçois, donc je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait un film qui allait être tourné, mais je reçois directement un courrier électronique de mon collègue américain Kip Thorne, qui était conseiller scientifique du film.
Donc Gibson, je rappelle, c'est un astrophysicien de grande réputation, qui était notamment spécialiste des trous noirs, également des ondes gravitationnelles. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, il a eu le prix Nobel de physique pour son travail sur les ondes gravitationnelles. Okay. Mais à l'époque, donc, il était conseiller scientifique du film, parce qu'il aimait bien ça. Il avait déjà été conseiller scientifique d'un film qui s'appelait Les Contacts, qui était adapté d'un roman de Carl Sagan, un film qui avait eu beaucoup de succès. Donc, il aimait bien ça. Donc, il m'écrit un mail en me disant voilà, Jean-Pierre, il faut que tu saches que il va y avoir un film qui va sortir qui s'appelle Interstellar. Il va y avoir des simulations numériques de trous noirs. Je suis conseiller scientifique du film. J'ai donné toutes les équations fondées en partie sur ton travail, ce genre de choses à l'équipe. Il m'a envoyé un mail pour s'excuser de quelque chose. Il s'excusait que l'effet Doppler que j'avais mis, qui était absolument essentiel, donc lié effectivement au mouvement du disque d'accrétion, et qui introduisait une asymétrie lumineuse dans l'image, quand il l'a mis, parce que ça faisait partie de la physique, il m'a dit, je suis allé montrer ça au réalisateur, Christopher Nolan, et au producteur. Ils ont dit, bon, on ne comprendra rien, on ne voit pas pourquoi c'est ça. Donc, supprimer l'effet. Et donc, les images montrait effectivement des simulations numériques dans le film Interstellar, qui montre un trou noir géant qu'il appelait Gargantua. Alors, on voit un disque d'accrétion. Les déformations sont correctement calculées, tout à fait, tout ça. Mais en revanche, cet effet d'asymétrie lumineuse. Et donc, il s'excusait de cela. Alors, ça m'a intrigué aussi, ça m'a amusé. Donc, on a échangé un petit peu quelques mails. Voilà, et le film est sorti. Alors, après, j'étais un petit peu agacé. Bon, agacé, c'est beaucoup dire, mais enfin, parce qu'évidemment, la presse américaine disait, voilà les meilleurs, on a toujours les meilleurs, c'est les meilleurs. Donc voilà les meilleures simulations numériques pour un film de science-fiction, c'est des vrais travaux scientifiques, etc. Et Gibson était embêté parce qu'il savait qu'en fait, les miennes étaient finalement plus précises, elles étaient moins léchées, évidemment, parce qu'eux, ils avaient employé carrément des supercalculateurs. Ils avaient une équipe de 200 informaticiens pour calculer ces images-là. Voilà. Donc tout ça, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, et je me suis réintéressé simplement où en est la recherche fondamentale, cette fois-ci, au-delà de la science-fiction. Et c'est là où je me suis rendu compte que depuis le début des années 2000, il y avait un immense projet à l'échelle mondiale de monter un réseau de radiotélescopes avec un projet qui s'appelle l'Event Horizon Telescope. Je rappelle, Event Horizon, ça veut dire horizon des événements, c'est le nom que l'on donne à la surface noire d'un trou noir. D'accord. Et donc, c'était un réseau de radiotélescopes qui avait calculé, grâce notamment à mon article de 1979, qu'un trou noir supermassif, entouré d'un disque d'accrétion, pouvait éventuellement être pris à avoir une image télescopique, alors non pas directe, reconstitution à partir d'une masse de données absolument gigantesque, à condition d'avoir un réseau, d'avoir un télescope de la taille de la Terre, pour avoir la résolution. Parce qu'en fait, ils avaient calculé que le trou noir de Messier 87, celui dont j'avais parlé dans mon article, qui est situé à 60 millions d'années-lumière, il est très loin, mais il est gros, il fait 6 milliards de masse solaire. Donc, on a une des formules simples liant la taille d'un trou noir à sa masse. Un trou noir de 6 milliards de masse solaire a un diamètre d'environ 40 milliards de kilomètres. Ça commence à devenir pas mal, 40 milliards de kilomètres. Mais à cette distance-là, la taille apparente sur le ciel, c'est de l'ordre d'une pièce de monnaie sur la Lune. Encore une fois, c'est très en deçà de la résolution. La résolution d'un télescope, c'est la finesse de vue, la finesse angulaire de vue. C'est très au-delà de la résolution des meilleurs télescopes fonctionnant dans le domaine optique, qu'ils soient au sol ou dans l'espace. Le Hubble Space Telescope, le James Webb Telescope, dont on parle beaucoup, sont très très loin d'avoir cette capacité-là. Il n'y a que la radioastronomie qui permet, grâce à une technique spéciale qui ne marche qu'en radioastronomie pour l'instant, qu'on appelle l'interférométrie, c'est-à-dire de coupler des radiotélescopes placés dans des endroits différents de la planète, de les faire fonctionner en réseau pour avoir, qu'on appelle donc l'interférométrie, pour avoir l'équivalent d'un instrument unique qui a la taille du réseau. Or, il y avait déjà des radiotélescopes installés partout sur la planète. Il y en a en Antarctique, aux îles Hawaï, au Chili, en Europe, aux États-Unis. Et donc, j'ai appris,
a posteriori que depuis 15 ans, pratiquement, donc des équipes de radioastronomes, inspirées en partie par mon article, mais sans m'avoir contacté, parce qu'ils savaient que je ne suis pas radioastronome. Moi, j'avais juste un théoricien. Donc, ils ne m'avaient pas spécialement contacté pour que je participe au projet, parce que je n'ai rien eu de particulier à apporter au projet. Moi, j'ai fait les calculs. Voilà. Et donc, c'est là que j'apprends qu'il y avait ce réseau en train d'être construit, avec pour ambition de prendre la première image télescopique de trou noir. Okay. Donc, j'apprends ça en 2015. Donc, je commence à rentrer en communication avec le chef de projet, qui a été à l'université d'Harvard, qui s'appelle Shep Doleman, et qui me répond tout de suite, ah ben oui, effectivement, on est en train de mettre ça sur pied, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on est vraiment très inspiré par votre, par votre article. Et ce n'est qu'en 2017 qu'ils ont effectivement réussi à obtenir 3 nuits et 3 journées d'observation, parce qu'il fallait quand même, mobiliser le temps d'observation de 8 ou 9 radiotélescopes sur la planète entière au même moment pour observer le même objet. Donc les 2 objets qu'ils avaient choisis, c'était les 2 trous noirs supermassifs qui avaient dans le ciel la taille apparente la plus grande, c'est-à-dire l'équivalent, je dirais, d'une pièce de monnaie sur la Lune. Ouais. Donc il y avait le trou noir de Messier 87, et puis le trou noir qui, entre-temps, avait été suspecté au centre de notre galaxie, qu'on appelle le Sagittarius A étoile, c'est le trou noir galactique. Au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, il y a un trou noir massif, beaucoup moins massif que celui de Messier 87, mais quand même 4 millions de fois la masse du Soleil. Ça commence à faire. Il fait 25 millions de kilomètres de diamètre. Hein. Ouais. Voilà. Mais il est beaucoup plus proche relativement, il est quand même à 26 000 années-lumière. Mais grosso modo, les 2 effets se compensent, et sur le ciel, c'est à peu près la même taille que Messier 87. C'est-à-dire l'équivalent. Voilà. Donc, ça a été les 2 cibles des observations qui ont été faites en 2017. Alors, je répète, ce n'est pas des photographies directes qui ont été prises, c'est des pixels, des données, des bits d'information qui ont été prises par chacun des radiotélescopes. Et l'interférométrie, à ce niveau-là de précision, est une technique extrêmement difficile. Il fallait, pour arriver à synchroniser les observations faites dans des endroits différents de la planète, il y avait une horloge atomique qui mesurait le temps et qui faisait prendre en fait des bits d'information chaque 10 milliardième de seconde. Chaque 10 milliardième de seconde, il y avait une donnée qui était prise, pour arriver à avoir quelque chose de cohérent. Ouais. Ce qui a donné, donc, au bout de 3 jours et 3 nuits d'observation continue, une masse de données gigantesque, la plus grande masse de données de toute l'histoire des sciences, qui se mesure, pour les informaticiens, en pétabits. Ce sont des masses de données absolument gigantesques. Et donc, il a fallu plus d'1 an. Donc, toutes les données ont été mises... elles ne pouvaient pas être transmises sur Internet, ça aurait complètement saturé le réseau. Donc, elles ont été gravées sur 2000 disques durs, de grosse capacité, qui ont été acheminés donc, par avion dans 2 centres mondiaux où ils avaient des supercalculateurs. Il y en avait un en Allemagne et un aux États-Unis. Après, ça a pris 1 an pour arriver à reconstituer, à partir de toute cette masse énorme d'informations, les images. 1 an. Et c'est comme ça qu'au mois d'avril 2019, 2 ans plus tard, 2 ans après les observations, la première image a été délivrée, et c'était Messier 87. Et avec, qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement l'ombre du trou noir, au centre, la zone noire, entouré d'une couronne lumineuse avec l'effet Doppler qui produit des endroits plus brillants des aberrations, que les autres. Alors, à partir de là, mon travail est revenu sur le devant de la scène et ça a été une belle aventure. Alors, pour l'anecdote... évidemment, donc j'avais été prévenu un petit peu avant. On m'avait dit, voilà, on va faire un communiqué de presse mondial le 10 avril 2019. Et là, je suis désolé, mais alors, ça fait des mois que j'ai un voyage programmé en Ouzbékistan. Pour aller voir Samarcande, parce que j'avais écrit un livre sur l'astronomie arabe à une certaine époque. Et donc, c'était une occasion unique d'y aller. Donc, on me dit, je ne serai pas là pour répondre aux journalistes. Je serai au fin fond de l'Ouzbékistan. Voilà. Donc, effectivement, au moment du communiqué de presse,
commence à recevoir des appels de partout, mais j'étais à Tashkent ou j'étais à Samarkand, je dis désolé, je ne peux pas vous répondre, attendez mon retour. Là, Ouais. bon, voilà, tous les plateaux de télévision en France voulaient m'inviter pour parler, bon, peu importe, j'avais autre chose à faire, mais peu importe. Mais c'est vrai qu'à mon retour, après, bon, il y a eu tout cet engouement, et puis finalement, là, ce qui a été le plus sympa dans cette affaire, alors on me disait, mais quel effet ça vous a fait Alors je dis, l'effet que ça m'a fait, j'étais heureux, mais je veux dire, je n'étais pas surpris, parce que je veux dire, je savais très bien que les équations que j'avais faites, elles sortaient de la théorie d'Einstein qui marche extrêmement bien, donc j'aurais été étonné que le résultat soit différent. Parce que bon. Voilà. Mais ce qui a été beau, c'est qu'effectivement, après, un mois après le délivrance de ces images, à l'université de Harvard a organisé la première grande conférence, et ils m'ont invité vraiment pour raconter toute cette histoire. Et c'est là que j'ai raconté devant l'assistance médusée, qui était essentiellement des jeunes chercheurs qui avaient travaillé par dizaines avec des simulations informatiques, etc. J'ai expliqué une forme de ce qui pour eux rassemblait un bricolage. Je veux dire, arriver à faire à la main des points à la main, que j'ai raconté ça. Alors j'ai eu là-bas un tonnerre d'applaudissements spontanés, comme ça, s'ils n'en revenaient pas. Non, ça c'était plutôt effectivement très sympa. Donc voilà l'histoire, effectivement. Et puis effectivement, 2 années plus tard, il y a eu la première image télescopique du trou noir galactique de Sagittarius A étoile, dont les images en fait dont les données avaient été recueillies en même temps, mais le traitement informatique avait été plus difficile. La raison, c'est la suivante. Alors après, j'ai essayé d'expliquer ça dans des articles, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, le trou noir galactique, il est moins massif, et donc le disque d'accrétion qui est autour, il est plus petit, et il est moins stable. C'est-à-dire parce que les disques d'accrétion, il y a des variations de luminosité, parce qu'il y a des bulles chaudes qui tournent à grande vitesse, tout un ensemble de choses. Voilà. Alors, un trou noir géant, c'est 1 milliard de masses solaires, un disque d'accrétion est gigantesque. Les durées de variabilité du disque d'accrétion se mesurent en jours ou en semaines. Donc, une observation de 3 jours, c'est comme si vous preniez une image fixe. Oui, d'accord. Oui. En revanche, un disque d'accrétion autour d'un trou noir de quelques millions de fois la masse du Soleil, c'était le cas pour le centre galactique, lui, sa durée typique de variabilité, c'est la minute. Et donc, quand vous prenez un temps de pause de plusieurs heures, vous avez un truc flou. C'est comme si vous essayiez de prendre la photographie, je sais pas, d'un chien en train de courir à fond. Ce genre de choses. Et donc, il fallait complètement remodifier les logiciels. C'est pour ça qu'ils ont mis 2 ans de plus pour produire l'image du centre galactique. D'accord. Voilà. Mais alors, ce projet qui continue, parce que maintenant, ils sont en train d'étendre le réseau. Ils ont inclus, il y a eu une nouvelle campagne d'observation. On n'a pas encore le résultat complet, vu le temps qu'il faut pour analyser, mais ils ont le télescope au Groenland maintenant, ce genre de choses. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas assez étendu pour observer d'autres trous noirs. Mais à terme, il y aura probablement des radiotélescopes dans l'espace, et peut-être, sans doute un jour, des radiotélescopes sur la Lune. Et donc, ça veut dire que la base interférométrique sera beaucoup plus grande. Et donc, la finesse de vue, la résolution deviendra beaucoup plus précise, bien meilleure. Et ça permettra effectivement d'avoir des images d'autres trous noirs supermassifs pour avoir évidemment... Voilà. Mais après, le but de ça, c'est pas uniquement de prendre une image. Ça, c'était l'aspect spectaculaire. Hein. Oui. Voilà, on vous montre enfin l'image de l'invisible. Voilà, ça ressemble à ce qui a été calculé 40 ans auparavant. Donc, c'est sympa, etc. Mais en fait, après, il y a plein d'autres études qui sont faites, plus techniques, sur la polarisation de la lumière, l'origine des jets galactiques, qui posent des questions de physique fondamentale. Et tout ça. Donc, ça apporte une richesse d'informations extraordinaire que nous n'avions pas sur l'environnement très proche des trous noirs. On avait plein d'informations sur l'existence très probable de trous noirs stellaires d'abord, et puis après de trous noirs géants au centre des galaxies, mais c'était pas l'environnement très proche du trou noir, puisqu'on était très loin de l'échelle de résolution, nous amenant jusqu'à l'ombre du trou noir. Donc là, ce sont pour l'instant, les 2 premiers candidats où on voit l'ombre du trou noir et la structure lumineuse autour. Ok.
Alors là, je vais changer un petit peu de sujet parce que vous avez aussi travaillé sur la topologie de Oui. l'univers. Alors, à une époque, je croyais que l'univers était infini et que on pouvait continuer tout droit ad vitam. Là, on parle de topologie. Donc, pourquoi est-ce que ça a du sens de parler de topologie par rapport à l'univers? Alors déjà, sans parler de topologie, je dirai plus tard ce que c'est que la topologie, il y a déjà dans la théorie d'Einstein, explique la gravitation par des phénomènes de courbure de l'espace et du temps. Alors, il y a la courbure locale. Vous avez un objet massif, on vient de parler des trous noirs, mais c'est vrai aussi pour une étoile. La masse engendre la gravitation, et l'effet de la gravitation n'est plus décrit comme dans la théorie de Newton par une force d'interaction instantanée, l'attraction universelle à la Newton, mais par une déformation géométrique de l'espace. Voilà. Donc ça induit de la courbure. L'espace n'est plus euclidien, il n'est plus plat, d'accord, au voisinage des corps massifs. Bien, voilà. Ce qui applique donc les déformations d'image dont j'ai parlé pour les trous noirs. Maintenant, à l'échelle cosmologique, c'est-à-dire on s'intéresse cette fois-ci à la structure globale de l'espace à très très grande échelle. Finalement, la distribution des corps dans l'univers, les galaxies, les amas de galaxies, à grande échelle, est relativement homogène, c'est-à-dire elle devient uniforme. D'accord. Voilà. Donc, la courbure qui est imprimée, à grande échelle cette fois-ci, elle a tendance à s'uniformiser, à devenir un petit peu pareil partout, parce que justement la répartition de la matière est uniforme. Au lieu d'avoir un espace-temps vide avec un objet massif, un trou noir, etc., qui va déformer violemment dans son voisinage, puis après dès qu'il commence à l'éloigner, on va retrouver la forme plate de l'univers. À l'échelle cosmologique, la courbure s'uniformise. D'accord. Mais a priori, il n'y a aucune raison pour que cette courbure soit nulle. C'est un cas extrêmement particulier. Le cas générique, on appelle ça les géométries non euclidiennes, qui ont été fondées au XIXe siècle. Et heureusement qu'elles existaient, parce que sinon Einstein, qui n'était pas un mathématicien de premier plan, et qui a dû se faire aider d'ailleurs par des collègues mathématiciens pour mettre une formalisation mathématique sur ces géniales idées qu'il avait sur la nature de la gravitation, heureusement que c'était les géométries non euclidiennes qui décrivaient des espaces courbés, existaient effectivement pour formaliser ça. Mais donc, a priori, il y a trois cas possibles. Un espace globalement à courbure dite positive, un peu comme la surface d'une sphère. Mais à 3 dimensions, on appelle ça une hypersphère, parce que la sphère, ce n'est qu'à 2 dimensions. Là, on est dans l'espace à 3 dimensions, plus une dimension temporelle. Donc, à 3 dimensions, l'équivalent de la surface d'un ballon, d'une sphère, c'est une hypersphère, courbure négative. Courbure positive. L'autre cas de figure, c'est la courbure négative. Alors, pour une surface à 2 dimensions, c'est l'équivalent de l'intérieur d'une selle de cheval. Il y a une courbure négative. Voilà. Et puis le cas intermédiaire, c'est la courbure nulle, qui correspondait à 2 dimensions, c'est le plan euclidien. Là, vous voyez, déjà simplement à 2 dimensions, c'est facile de visualiser à 2 dimensions, soit le ballon, courbure positive, surface d'un ballon, surface, je ne parle pas de la surface d'un ballon, courbure positive, l'intérieur d'une selle de cheval, courbure négative, et le plan, courbure nulle. D'accord. Le plan est... Alors, la courbure nulle, c'est un cas extrêmement improbable. Ah bon ? Ben oui, parce que si vous mesurez la courbure, dès que la courbure est positive, vous avez une infinité de nombres positifs qui peuvent décrire des courbures positives plus ou moins grandes. Oui. Pareil pour les courbures négatives. La courbure nulle, ça correspond à un seul cas. K égale 0. Ah, ok. Et sur le plan mathématique, c'est incroyablement improbable. Voilà. Mais malgré tout, les observations censées mesurer, avec une certaine imprécision évidemment, la courbure moyenne de l'univers, semblaient indiquer que la courbure globale était proche de 0. Proche de 0. Et par souci de simplification, et ça m'a beaucoup agacé pendant des décennies, c'est pour ça que je suis passé à la topologie, comme je le raconterai, la plupart des cosmologistes disaient l'univers est plat. C'est la formulation anglo-saxonne pour dire que la courbure est nulle. Alors que c'est un cas invraisemblablement particulier et incroyablement improbable. Voilà. Et moi, donc,
Donc j'étais pas du tout satisfait de ces choses-là. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'incorporer dans les modèles de la cosmologie standard des éléments nouveaux qui viennent de ce qu'on appelle la topologie. Alors la topologie, c'est quoi? C'est une branche de la géométrie qui, cette fois-ci, décrit les propriétés globales des espaces et non pas locales. La relativité générale, c'est une théorie locale. Ça va décrire localement la courbure de l'espace et du temps. Oui, ok. D'accord? Donc ça. Et elle ne dit rien, sauf si on en rajoute des hypothèses supplémentaires qui ne sont pas dans la théorie, elle ne dit rien sur la forme globale de l'espace. Non. Maintenant, les mathématiciens au XXe siècle ont travaillé sur toutes les formes possibles des espaces. Ce sera à 2 dimensions, ça a été fait au XIXe siècle, les surfaces, classification topologique des surfaces. Après, pour 3 dimensions, ça a été plus compliqué, puis après, pour n'importe quel nombre de dimensions. On a découvert, les mathématiciens ont découvert, que par exemple, l'espace dit plat, l'espace euclidien ordinaire, dont vous pensez qu'il est infini, oui, et que vous voyagez droit devant vous et vous vous éloignez à l'infini, eh bien, on a découvert que sur le plan mathématique, il y a 18 topologies différentes de cet espace euclidien. Je prends un exemple simple. Le plan, à 2 dimensions. C'est infini, effectivement. Bon, vous découpez une bande, vous découpez un morceau de plan, vous avez une bande de longueur infinie, vous collez les bords. Vous faites quoi? Vous faites un cylindre. Donc déjà, vous avez éliminé l'infini dans une direction. Les lignes droites dans le cylindre. Vous faites comme ça. Le cylindre, il y a qu'il soit comme ça. Les lignes droites deviennent des cercles. Donc ce n'est pas l'infini. Après, vous coupez votre cylindre et vous reconnectez les 2 bords qui restent. Et vous faites la surface de ce qu'on appelle un tore plat. Visuellement, c'est la surface d'une chambre à air, disons, ou d'un anneau. Mais vous avez une surface à 2 dimensions qui est finie et qui est localement euclidienne. Ça veut dire localement euclidienne, ça veut dire que si vous vivez sur cette surface, un être plat, parce que c'est une image à 2 dimensions, une paramécie, géomètre, fait les mesures, elle va mesurer autour d'elle que la courbure est nulle. Tout simplement, pourquoi la courbure est nulle? Parce qu'elle mesurera que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Mais, quand elle va se déplacer en ligne droite, elle va s'apercevoir un jour qu'elle va revenir à son point de départ. Et avec un décalage d'orientation. Et elle le comprendra si elle a développé la géométrie euclidienne et la topologie, elle comprendra qu'elle est dans un espace localement euclidien, mais qui est fini et qui n'a pas de bord. Voilà. Et ce qui est vrai pour les espaces euclidiens, c'est encore plus vrai pour les espaces encore plus naturels et génériques, qui sont les espaces courbures positives et les espaces courbures négatives. Et donc j'ai entrepris, et notamment avec l'aide d'un grand mathématicien de l'époque, qui est toujours vivant, je l'ai converti à la cosmologie, il s'appelle Jeffrey Weeks, qui est un grand spécialiste de la topologie, pour importer les classifications de toutes les formes d'espace possibles, pour les importer dans les modèles du Big Bang. Et donc, ça a commencé au début des années 90, et on a publié, avec mes collègues, il y avait notamment mon camarade Marc Lachazeret, puis après quelques autres, j'ai fait une petite équipe de théoriciens, si vous voulez, où on a proposé pendant des années des articles extrêmement techniques, des articles de mathématiques, mais qui décrivaient des propriétés tout à fait étonnantes de formes d'espace, mais qui étaient parfaitement applicables et compatibles avec les données normales de la cosmologie. Le Big Bang, sans rien changer. L'idée qu'il puisse y avoir un Big Bang, que l'espace soit en expansion, accéléré ou pas accéléré, matière de tout ça, c'est juste simplement la perception que l'on a de l'espace, elle vient des rayons lumineux. À partir du moment où on a des structures topologiques avec des connexions, un petit peu comme le cylindre, etc., les rayons lumineux empruntent des chemins différents d'une source lointaine jusqu'à nous. Elles vont emprunter des chemins différents, des lignes droites différentes, pour nous parvenir. Donc, ça va créer des mirages, que j'appelle des mirages topologiques, qui sont des mirages globaux, qui peuvent nous faire
croire que finalement l'espace est plus grand que ce qu'il serait en réalité. Hein, voilà. Donc j'ai fini par appeler ça les espaces chiffonnés, en termes un petit peu, c'est pour la vulgarisation. Ouais. Les termes techniques, dans les articles techniques, c'est pas ce terme-là qui est utilisé, hein, c'est les topologies multiconnexes, et ainsi de suite. Mais ce qui était fascinant dans cette affaire-là, et là il y avait aussi un petit peu un côté provocateur de mon côté, parce que j'aime bien provoquer, ça, c'est que en fait, dans certains de ces modèles-là, eh bien, on a des espaces donc, qui sont finis, Ouais. qui sont sans bord. Donc déjà, le fini sans bord, ça perturbe. Ouais. Bon, pour les mathématiciens, ça va, il n'y a pas de souci. Mais je sais que quand je parle de l'air en public, c'est pas possible. Dès que c'est fini, il y a un bord. Eh bien non, je suis désolé, les géométries dans la topologie permettent d'imaginer. Voilà. Donc, par exemple, vous êtes dans une hypersphère. Si l'espace est une hypersphère, donc c'est totalement compatible avec les données cosmologiques, vous partez droit devant vous, et sans jamais faire demi-tour, ben vous faites le tour de l'univers et vous revenez à votre point de départ. De la même façon qu'à la surface d'un ballon, la ligne droite, c'est un méridien. Vous ne tombez pas dans le vide, jamais. Oui. Donc vous êtes dans une surface finie sans bord, pareil à 3 dimensions, qu'il s'agisse donc d'espace sphérique, donc comme l'hypersphère, qu'il s'agisse d'un espace, la généralisation de l'anneau dont j'ai parlé à 2 dimensions, là, on appelle ça un hypertore. Ouais. Eh bien, un hypertore, c'est un espace localement euclidien, mais simplement qui est refermé sur lui-même. Et pareil, si vous allez en ligne droite dans cet espace, et un jour, vous allez revenir à la maison. Et ce n'est pas la courbure qui vous a fait revenir, c'est la topologie. Donc, j'ai importé ces modèles possibles de topologie dans des modèles de Big Bang en faisant tout un ensemble de propositions. Alors, je dois dire que pendant 10 ou 12 ans, on me regardait d'un drôle d'œil parce que c'est vrai que je m'amusais à dire à des collègues observateurs que peut-être que les galaxies qu'ils observaient, certaines étaient des images fantômes, des images démultipliées de galaxies qui croyaient être différentes, mais qui étaient les mêmes, mais vues sous des angles de vue différents, avec des temps de trajet différents, parce que les rayons lumineux empruntent des chemins différents pour nous parvenir. Donc une grande illusion d'optique cosmique, jusqu'à aller de façon un peu provocante, mais pertinente sur le plan cosmologique, imaginer une forme, un espace cosmique réel qui serait plus petit que l'espace observé. Et oui, parce que ça allait complètement à l'encontre. Généralement, on pense, surtout si on pense que l'espace est infini, on sait très bien que ce que nous appelons l'univers observable, c'est la partie accessible au télescope et qui possède un horizon cosmologique au-delà duquel on ne peut pas voir à cause de la courbure temporelle, tout un ensemble de choses. Hein. Et bien on pense que l'espace, si on pense que l'espace est infini, que le vrai espace, il est très au-delà. Et donc on n'observe qu'un tout petit bout de la réalité. Et là, ce que je proposais, c'est que ça pouvait être l'inverse. Qu'on observe un dépliement... Comme le chiffon déplié, c'est-à-dire que la forme, le vrai espace pourrait avoir un volume un peu plus petit que le volume de l'univers observable. Ce qui est donc impliqué que certains objets que l'on croit être lointains n'étaient que des démultiplications d'images. Voilà. En fait, c'est un peu comme si j'arrivais dans une pièce entourée de miroirs et que j'avais l'impression que la pièce était plus grande. Alors, c'est une métaphore que j'ai beaucoup utilisée, effectivement, dans mes articles et mon livre de vulgarisation que j'appelle l'univers chiffonné. Une pièce entièrement tapissée de miroirs. Alors, vous plongez cette pièce dans l'obscurité totale, vous êtes rentré là-dedans, vous êtes en impesanteur, hein, juste comme ça, voilà. Et simplement, il y a 3 bougies qui sont allumées. Mais simplement, les miroirs vont démultiplier les images de ces bougies. Et vous en voyez des milliers. Ah, ouais, ok. Et comme vous ne savez pas qu'il y a des miroirs, vous savez quelle est la forme de l'espace. Vous croyez que votre espace est infini. Vous avez l'impression que l'espace devient infini. Voilà. Et donc, on a fait avec mes collaborateurs, on a proposé des tests observationnels. Parce que si vous avez 3 bougies avec une structure ressemblant à des miroirs, parce qu'évidemment, le vrai espace ne peut pas avoir des miroirs, mais disons que ce chiffonnage de l'espace produit des démultiplications d'images pour pouvoir ressembler un petit peu à des miroirs. Mais après, vous allez avoir des corrélations. Les images multiples ne vont pas être distribuées n'importe comment. Il va y avoir des corrélations et on a développé des techniques mathématiques qu'on a appelées la cristallographie cosmique. Pour détecter ce genre de corrélation. Donc, on a fait tout un ensemble de propositions expérimentales et observationnelles. Et alors, le sujet a complètement rebondi, parce que je répète, pendant une bonne
douzaine d'années, on était un petit peu regardé de façon un petit peu bizarre par la communauté standard. C'est normal quand on propose des choses un petit peu inhabituelles. Jusqu'à ce qu'en 2003, eh bien, il y a des données attendues depuis longtemps sur la structure de ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Alors, je rappelle, le rayonnement fossile, c'est ce que nous recevons aujourd'hui de la première lumière qui a été émise dans l'histoire du jeune univers. Le jeune univers, après le Big Bang, pendant à peu près 380 000 ans, la lumière n'était pas visible. Elle était piégée dans la matière. Et puis, à mesure de l'expansion, il y a eu ce qu'on appelle le découplage entre la matière et le rayonnement. La lumière s'est libérée. Et donc, après 13,8 milliards d'années plus tard, on reçoit un écho de cette lumière. Très décalé en longueur d'onde, évidemment, vu le temps qui s'est écoulé, vu l'expansion de l'espace en tout temps, etc. On appelle ça le rayonnement fossile. Et on a des cartes qui se trouvent aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes. Et le rayonnement fossile, c'est la pierre d'attouchement des modèles de Big Bang, puisque quand on revient maintenant sur l'idée de l'acceptation du modèle de Big Bang, qui a pris des décennies pour arriver, j'ai écrit des livres entiers là-dessus, notamment la découverte du rayonnement fossile, qui était prédite par la théorie dans les années 60, a fait vraiment basculer la cosmologie vers, effectivement, les modèles standards de Big Bang d'aujourd'hui, qui avaient été calculés 40 années auparavant par des gens comme Georges Lemaître, notamment, ce genre de choses. Voilà. Mais donc, à l'époque, les premières observations du rayonnement fossile étaient relativement rudimentaires. Mais après, donc, on a envoyé des télescopes à micro-ondes dans l'espace. Et donc, il y avait un télescope américain qui s'appelle le WMAP, qui a fait donc des mesures très précises de ce rayonnement fossile, en faisant une carte globale, montrant l'univers tel qu'il était au moment où il a émis sa lumière, donc 13,8 milliards d'années dans le passé. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit quelque chose de grumeleux, parce qu'avec un codage extrêmement fin, on voyait les irrégularités dans le plasma primitif au moment où il est devenu transparent, où il a laissé échapper la lumière. Et en étudiant la structure très précise de ce rayonnement fossile, on pouvait en déduire. Les outils mathématiques étaient prêts depuis longtemps, mais on n'avait pas les observations. Là. On pouvait en déduire un grand nombre de propriétés de l'univers. Et notamment sa courbure et justement sa topologie. Peut-être, voilà. Et justement, il y avait une certaine anomalie. Donc, les données paraissent en février 2003, les données de WMAP sur le rayonnement fossile. Il y a eu une anomalie, pour l'instant, à l'époque, pas très expliquée, sur... si vous voulez, quand vous regardez la carte du rayonnement fossile, c'est comme si vous regardiez un petit peu l'état vibratoire du jeune univers. D'accord. Alors, il se trouve qu'il y a des analogies intéressantes avec la musique. Alors, indépendamment du fait que je suis mélomane et musicien, il y a une vraie pertinence sur le fait qu'on utilise des modes vibratoires également en physique. Donc, ça fait penser à la musique dès qu'il y a des modes vibratoires. Et il se trouve que le jeune univers, il a vibré au début de son histoire, sous l'effet du Big Bang. Il y a eu quoi ? Il y a eu des ondes gravitationnelles, il y a eu des ondes électromagnétiques, mais il y a même eu des ondes acoustiques. Parce que dans le jeune univers, le plasma primitif était suffisamment dense pour laisser également passer des ondes acoustiques. Donc toutes ces ondes ont fini par se matérialiser d'une certaine façon au moment de l'émission du rayonnement fossile et ont laissé leur empreinte dans le rayonnement fossile. Et on avait des outils mathématiques, qui sont une sorte de décomposition harmonique, qui sont des techniques empruntées à la musique, mais généralisées à l'espace-temps quadridimensionnel, qui permettent d'analyser les modes vibratoires à partir de la structure de rayonnement fossile, les corrélations que l'on peut tracer entre tous les grumeaux. On en tire les modes vibratoires fondamentaux. Le mode fondamental, un peu comme la note de musique fondamentale quand vous jouez d'une corde de guitare ou de violon, et puis toutes les harmoniques d'ordre supérieur et les harmoniques d'ordre inférieur vers les hautes fréquences et vers les basses fréquences. Et il y avait une anomalie dans les basses fréquences, c'est-à-dire dans les grandes longueurs d'onde, dans les observations donc faites par ce télescope-là. Et cette anomalie... sur le moment, elle n'est pas expliquée. Et moi, je me souviens, j'ai eu une intuition. J'étais dans ma maison de campagne, j'étais en train de bêcher mon jardin. Ça active les neurones, etc. Et je dis, mais parmi les modèles d'espace chiffonnés
que l'on a mathématisés, qui sont des candidats possibles, il y en a un qui me plaisait particulièrement, mais plutôt pour des raisons esthétiques. Je le trouvais élégant, je suis très porté vers l'esthétique, j'ai l'occasion d'en reparler, etc. Voilà. C'était d'une sorte de... Alors c'était un modèle mathématique qui avait été inventé par Poincaré, le grand mathématicien Poincaré, mais pas du tout pour l'appliquer à la cosmologie, hein, c'est simplement là, mais qui décrit ce qu'on appelle une structure qui s'appelle un dodécaèdre, Oui. hein, voilà, quelque chose à 12 faces pentagonales, mais un dodécaèdre, non pas les dodécaèdres à face plane, comme on l'avait déjà imaginé à l'époque de Platon, mais un dodécaèdre sphérique, c'est-à-dire c'est comme si vous tissez la surface d'une sphère, vous pouvez faire un pavage régulier avec 12 pentagones qui sont courbés. Voilà. Et puis après, vous allez l'espace... Il y a un espace compliqué, à trois dimensions celui-là, qui s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré. Alors, désolé pour l'espace sphérique, parce qu'il a combien positif. Dodécaédrique, parce que la structure fondamentale, c'est un dodécaèdre. Puis de Poincaré, parce que c'est celui qui le premier l'avait décrit. Vous prenez les pentagones opposés. Vous avez 6 paires de pentagones, puisque vous avez 12 faces, vous avez 6 paires de pentagones que vous allez coller ensemble pour éliminer les bords. Okay. Donc vous imaginez à l'intérieur de ce ballon, mais tissé par ces 12 pentagones, vous êtes dans un volume, donc vous avez bien dans l'espace tridimensionnel. Voilà. Mais il ne faut pas de bord, parce qu'il n'y a pas d'espace fini avec bord. Vous supprimez les bords. Donc c'est pour ça que vous collez les bords opposés. Donc vous supprimez les bords. Donc, quand vous êtes dans ce volume-là, si vous essayez de sortir par une face pentagonale, vous ne pouvez pas sortir, vous rentrez de l'autre côté. Mais avec des rotations, des choses un peu compliquées. Donc, on crée effectivement un espace mathématiquement parfaitement défini, à courbure positive, mais qui est 120 fois plus petit que l'espace hypersphérique ordinaire dans lequel vous n'avez pas fait ce genre de connexion. Et j'ai cette intuition que cet espace-là, il fallait faire un petit calcul quand même, pouvait expliquer cette anomalie, cette coupure en longueur d'onde. Parce que l'idée, c'est que s'il y avait... l'espace semblait avoir un mode vibratoire qui disparaissait à grande échelle. Voilà. Et pensez à la musique. Si vous jouez... vous avez une corde, par exemple. Ça a une longueur donnée. Les cordes ne sont pas infinies. Ou tout instrument de musique, ça a une taille finie. Quand vous en jouez... Vous avez la fondamentale, vous avez les harmoniques d'ordre supérieur, et dans les harmoniques de graves, vous avez une coupure dans les graves. Vous n'entendez pas des graves indéfiniment bas, puisque vous ne pouvez pas avoir de mode vibratoire avec une longueur d'onde plus grande que la taille de votre corde. Donc il y a forcément une coupure dans les grandes longueurs d'onde. Or, c'est ce qui était observé. Donc j'ai dit à mon collègue américain, Jeff Weeks, je lui propose le modèle de Decadec. Je lui dis, j'ai eu cette idée, etc. Tu peux faire le calcul. Il fait le calcul. 1 heure plus tard, il me répond, ça marche incroyablement bien. Voilà. Donc j'ai dit, tiens, alors on va faire un truc un peu sensationnel. On va écrire un article, on va le soumettre à la revue Nature. La revue Nature, c'est le rêve des cosmologistes, c'est de publier des trucs. Alors on répond tout de suite, c'est quasiment impossible, on ne publie jamais dans la revue Nature des articles purement théoriques, il faut que ce soit... voilà. Alors on bricole quand même... un article où il y a la proposition théorique, mais argumentée après avec ces observations-là. Et à notre grande surprise, la revue Nature nous dit c'est la première. On va accepter cet article-là. Voilà. Et donc l'article est paru au mois d'octobre 2003, avec après des commentaires. On en a parlé dans le monde entier, etc. Avec couverture, la une de la revue Nature, couverture. Est-ce que ceci, c'est vraiment la forme de l'espace? Et on voyait effectivement des simulations mathématiques, des modèles. Donc ça a déclenché un engouement complètement nouveau pour ces recherches en topologie cosmique. Finalement, c'était ça le but. C'était pas tellement de proposer un modèle unique, parce que après il y a eu des travaux qui ont montré que le modèle de Poincaré probablement a été exclu par des contraintes expérimentales, mais qu'il y avait d'autres topologies possibles. Mais surtout, ça a attiré enfin l'attention de la communauté des cosmologistes sur l'importance fondamentale de la topologie. Et à partir de là, il y a eu des centaines d'articles et de travaux. Et aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle discipline qui s'appelle la topologie cosmique qui intervient dans la description. Donc, aucune garantie que l'espace soit à courbure nulle, et encore moins qu'il soit infini. Parce que de toute façon, en plus, l'espace infini pose une quantité de paradoxes.
Comme lesquels Hein? Comme lesquels? Alors, il y en a plein. Alors, par exemple, déjà, les premiers modèles cosmologiques, indépendamment de la topologie, qui ont été proposés issus de la relativité générale, le premier, ça a été par Einstein lui-même, hein, faisaient l'hypothèse de l'hypersphère. Donc, l'hypersphère, c'est un modèle d'espace à courbure positive fini, sans bord. Voilà. Parce que Einstein pensait que il voulait incorporer dans sa théorie ce qu'on appelle le principe de Mach. Alors Mach, c'était un philosophe mathématicien, légèrement antérieur, une génération avant Einstein, qui avait eu une idée assez profonde sur la nature de ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire la capacité des corps à se déplacer. Voilà. Ouais. Et il pensait qu'en fait l'inertie d'un corps était la résultante de la distribution des masses dans l'univers tout entier. C'est-à-dire, un truc très ambitieux, c'est-à-dire de lier le local au global. Ouais. Hein, un peu le rêve voilà, de ce qui est de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Einstein était très séduit par cette idée. Mais le problème, c'est que si l'espace est infini et rempli uniformément de matière, ben, il y a une masse infinie. Et donc l'inertie d'un corps ne pourrait pas être finie. Oui. Elle serait infinie. Ah, voilà. Ah bah oui. Et il n'y aurait pas de mouvement. Les corps seraient une inertie infinie, donc ils ne pourraient pas bouger. Il n'y aurait pas de mouvement. Voilà. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Einstein déjà avait commencé à choisir des modèles d'espace fini. Alors après c'est vrai qu'après, la plupart des cosmologistes, comme il n'y avait pas de données suffisamment précises à l'époque, dans les années 1920, 1930, 1940, pour mesurer la courbure de l'espace, pour simplifier, ils ont dit ben, l'espace est infini. Et ils ont un peu oublié les contraintes imposées par le principe de Mach. Voilà. Puis après, il y a d'autres paradoxes, je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'ai créé un livre entier là-dessus, avec mon ami Marc Lachaiseray, d'ailleurs, qui s'appelle De l'infini, où on étudie en fait, aussi bien en cosmologie qu'en mathématiques, qu'en physique fondamentale, etc., les paradoxes de l'infini qui apparaissent dans les théories. Comment on fait pour les éliminer? Parce qu'en général, les physiciens, alors les mathématiciens, l'infini joue un rôle essentiel, mais en physique, on essaie d'éliminer les infinis, parce que les infinis, ça marque la limite, évidemment, de tout calcul. Voilà. Mais simplement, donc ils apparaissent dans plein de branches de la physique. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie d'améliorer une théorie pour éliminer les infinis qui sont là, on les élimine, mais on crée d'autres infinis auxquels on n'avait pas pensé. Donc c'est un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, comme je l'ai dit. Donc enfin, effectivement, donc l'infini c'était aussi un sujet absolument fascinant. Mais donc voilà, donc nos modèles topologiques proposent donc des modèles d'espace fini sans bord. Et même si, donc je répète, même si c'est statistiquement totalement improbable, la courbure de l'espace est exactement zéro. C'est improbable parce qu'il faudrait une précision infinie. Oui. Une précision infinie. Un nombre de chiffres, vous mesurez la courbure, etc. Pour qu'elle soit zéro, il faut une infinité de zéro. Donc ce sera inaccessible à l'observation. Ça ne pourra jamais être mesuré. Voilà. Donc très probablement, la courbure est très légèrement positive. Les marges d'erreur, on a mesuré la courbure approximative de l'espace à quelques pourcents près, à 2, 3, 4% près. Ça entoure la valeur zéro. Mais ça laisse une petite marge pour une courbure positive et une petite marge pour une courbure négative. Sauf que dans la marge de la courbure positive, dans la marge de la courbure négative, vous avez quasiment une infinité de modèles d'espace possibles. Ouais. Avec toutes les valeurs possibles pour la courbure, légèrement supérieure à zéro ou légèrement inférieure à zéro. Tandis que pour la courbure strictement nulle, vous n'avez qu'un seul modèle qui est donc incroyablement improbable. Et c'est dur à faire rentrer cette idée-là d'improbabilité, même dans la communauté des cosmologistes, parce que ils préfèrent simplifier les choses. Parce que c'est vrai que quand vous résolvez les équations, les choses comme ça, vous enlevez le paramètre de courbure, vous le mettez à zéro, ça simplifie les équations. C'est une solution de facilité que personnellement je n'aime pas beaucoup. Voilà. Mais enfin bon, après des années et des années de travail et puis d'autres chercheurs qui se sont mis à la topologie, ça va aujourd'hui qu'il y a quand même les discussions sur la structure globale de l'univers laissent la porte ouverte encore, même si les contraintes expérimentales sont assez proches d'une courbure globalement nulle.
On sait très bien que la courbure doit peut-être très légèrement positive ou peut être très légèrement négative. Donc la topologie n'est pas exclue, elle est toujours sur le devant de la scène. Alors, par rapport à la forme de l'univers, donc là, on a parlé de sa forme, mais là, je voudrais aussi qu'on parle un petit peu de son mouvement, parce que du coup, l'univers est en expansion. Comment est-ce qu'il faut le comprendre, en fait? Oui. Alors, vous faites bien, effectivement, de distinguer deux choses différentes entre la forme à un moment donné et la dynamique de l'univers, c'est-à-dire son histoire au cours du temps. Voilà. Donc que l'espace soit chiffonné, pas chiffonné, peu importe, il est en expansion. D'accord. Voilà. Alors, l'expansion, c'est quoi? En fait, c'est une conséquence théoriquement, d'abord, incontournable des équations de la relativité générale appliquées, donc, à la description globale de l'univers. Alors justement, il n'est pas inintéressant de refaire un petit historique de cette affaire-là, que je raconte justement dans plusieurs ouvrages. Il y en a un qui est en français, puis il y en a un qui va apparaître en langue anglaise très bientôt. C'est qu'au départ, le premier modèle cosmologique, c'est-à-dire essayer de décrire la structure globale de l'univers fondée sur la relativité générale, c'est Einstein lui-même qui le fait, en 1917. Ok. 1917. Mais Einstein est encore... donc, comme je l'ai dit, choisit un modèle des espaces finissent en bord, une hypersphère. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour la forme de l'espace. Pour être compatible, je l'ai dit, avec le principe de Mach, etc. Mais il reste dans l'idée que l'espace ne peut pas évoluer. C'est-à-dire qu'il est statique. Donc son hypersphère a un rayon de courbure, comme le rayon d'une sphère, si vous voulez, un hyper-rayon, qui est constant au cours du temps. Donc l'espace, il est donné une fois pour toutes. C'est une hypersphère, il a un volume, une taille, un rayon de courbure, et il est éternel. Éternel, il n'y a pas de début du temps, il n'y a pas de fin du temps. Voilà. Ça sort naturellement, ça semble sortir naturellement des équations de la relativité, qu'Einstein vient juste, effectivement, de proposer l'année d'avant, appliquées. Sauf qu'il y a un petit problème. Einstein s'aperçoit que, en fait, les vraies solutions montrent que son hypersphère, elle doit avoir un rayon variable. Et pour Einstein, c'est inadmissible. C'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute un terme mathématique dans l'équation pour forcer l'hypersphère à rester statique. Ça s'appelle la constante cosmologique. D'accord. Ouais. Ça va jouer après un rôle absolument fondamental dans toute l'histoire de la cosmologie. Mais il l'introduit pour une mauvaise raison. Pour forcer artificiellement un préjugé, d'une certaine manière, pour forcer l'espace. Voilà. Et il faudra attendre un peu moins d'une décennie pour qu'un mathématicien russe qui s'appelle Alexander Friedman reprenne les équations d'Einstein appliquées à l'univers réel, mais sans préjugé aucun sur le fait que ça soit statique ou pas statique. Il montre que les solutions naturelles ne sont pas statiques. Donc ça veut dire que quoi? On a des univers dynamiques, ça veut dire que le rayon... Alors, Friedman commence par partir également d'une hypersphère, sauf que son hypersphère, elle va avoir un rayon variable au cours du temps. Donc soit il augmente, donc on a une phase d'expansion, soit tu diminues, ou soit ça diminue, on a une phase de contraction. Et ça peut varier au cours du temps. Et notamment Friedman est le premier, c'est en 1922, c'est le premier à proposer un modèle d'univers en expansion-contraction. Le début que Friedman considérait comme une sorte de création du monde, le début du temps et de l'espace, sera beaucoup plus tard appelé Big Bang, et la fin sera plus tard appelée Big Crunch, une arche. Vous avez un univers en expansion, l'expansion ralentit, ça s'inverse, et il retombe en contraction, et ça se termine dans un écrasement final, avec un univers qui a une durée de vie finie. Ça peut durer 100 milliards d'années, mais c'est une durée finie, ça commence et ça termine. Bon. Friedman, après, meurt accidentellement assez jeune, il n'a pas le temps de développer plus sa théorie, et en plus, il ne dispose pas d'observations astronomiques. Voilà. Mais il écrit les équations absolument fondamentales qui vont être utilisées par la suite. Après, le deuxième personnage clé de cette affaire s'appelle Georges Lemaître. Donc, il est belge, et il reprend les équations d'Einstein, et pareil, il montre que les solutions les plus générales sont des espaces dynamiques, mais surtout, c'est le premier à faire le lien avec des observations astronomiques. Friedman n'avait pas d'observations astronomiques. Quelques années plus tard, Georges Lemaître,
qui va aux États-Unis, fait la tournée de tous les observatoires américains. Donc il a fait, contrairement aux autres grands théoriciens de l'époque, comme Einstein, De Sitter, etc., qui étaient des purs théoriciens, qui ne connaissaient pas bien les observations, lui, Georges Lemaître, maîtrise les deux. C'est un mathématicien de génie, il maîtrise la relativité générale, ça fait l'admiration d'Einstein, mais il maîtrise également les observations, il connaît toutes les observations. Or, qu'est-ce qu'ils ont découvert, les astronomes américains, à l'époque? Ils observent les galaxies lointaines, ils s'aperçoivent que la lumière qu'ils en reçoivent est décalée vers le rouge. C'était le fameux effet Doppler dont je parlais. Ouais. Interprété comme un effet Doppler, c'est-à-dire un mouvement de la source par rapport à l'observateur, ça veut dire que les galaxies s'éloignent. Et qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus éloignées. Décalage vers le rouge systématique des galaxies. Les astronomes, alors on attribue ces découvertes-là au fameux Edwin Hubble, à qui on veut tout attribuer. Alors en fait, Hubble, il n'avait fait que rassembler des données prises par d'autres astronomes, enfin peu importe. Mais il considérait que c'était vraiment dans un espace statique et que les galaxies bougeaient. Bah, le problème, c'est comment expliquer que les galaxies puissent avoir des vitesses animées, quel champ de force pouvait faire bouger des galaxies jusqu'à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Hein, comme ça. Ouais. Voilà. Et c'est Lemaître, en 1927, qui publie un article, il le publie en français, dans une revue belge, une revue scientifique belge, avec toutes les équations, mais il publie en français. Voilà. Et il montre que les équations d'Einstein prédisent naturellement que l'espace est en expansion. Et il explique que ce que l'on observe, c'est l'effet de l'expansion, de la dilatation de l'espace. Ce n'est pas les galaxies qui bougent réellement au sein d'un univers statique, c'est l'univers lui-même qui se dilate. Donc les séparations entre deux galaxies lointaines augmentent au cours du temps, non pas parce qu'elles ont des vitesses et des mouvements propres, mais c'est parce que c'est l'espace qui les sépare qui se dilate au cours du temps. Donc il propose ce premier modèle en 1927. Dans ce premier modèle-là, il n'y a pas encore de Big Bang, il n'y a pas de début de l'univers. Oui. Hein, mais simplement, il y a eu une expansion continue. Presque personne ne lit cet article, d'abord parce qu'il est publié en français, d'une part. Après, ça va un petit peu à l'encontre des idées de l'époque. Mais Einstein le lit, parce que Einstein lit le français. Et Georges Lemaître rencontre Albert Einstein à un congrès international. Donc évidemment, impressionné par Albert Einstein, il lui parle de son modèle et Einstein lui dit « Oui, je l'ai lu. Les mathématiques sont magnifiques, mais la physique que vous proposez est absolument abominable. » Parce qu'Einstein refusait l'idée qu'on puisse avoir que l'expansion de l'univers puisse être en expansion. Alors bon, les choses se passent comme ça. Et puis, quand même, après, d'autres astronomes, des grands astrophysiciens de l'époque, qui s'intéressent vraiment à la cosmologie, qui se disent qu'il y a quand même des trucs... il fallait quand même expliquer ces vitesses de déplacement des galaxies. Et peut-être que finalement, l'univers est dynamique. Voilà. Et il se trouve que Georges Lemaître avait passé quelques années de jeune chercheur auprès d'un des plus grands astrophysiciens de l'époque, qui s'appelle Arthur Eddington. Aux États-Unis, là. Arthur Eddington s'est rendu célèbre parce que c'est lui qui avait fait les premières observations de l'éclipse, montrant une première vérification expérimentale de la justesse de la relativité générale. Voilà, donc il était un fervent partisan de la relativité générale. Mais il sentait bien qu'il y avait un truc bizarre avec ces mouvements de galaxies. Voilà. Et Lemaître avait envoyé à son ancien mentor, son article en français. Et puis il n'avait jamais eu aucun retour. En 1931, donc 4 ans après la publication de cet article, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que c'est vraiment... les tours et détours de l'histoire des sciences sont vraiment tout à fait étonnants. Il lit une déclaration d'Eddington, où il y a un colloque en Angleterre, et Eddington commence à dire peut-être qu'il faut chercher des solutions non statiques. Le maître lui écrit un mot, cher professeur Eddington, je vous ai envoyé un article où je pense avoir résolu la question il y a 4 ans. Eddington relit l'article, il dit bon sang de bonsoir. Je l'avais laissé sous une pile, je ne l'avais pas lu. Et il a résolu la question. À partir de là, il faut le faire traduire en anglais.
pour le faire connaître au monde entier. Ça, c'est 1931. Mhm. Et donc, l'article est traduit par Georges Lemaître lui-même, hein, en anglais, et publié dans les Monthly Notices, une grande revue anglaise. Mais là où c'était absolument extraordinaire, c'est que entre-temps, Lemaître est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire, il s'est dit, mais bon, mon modèle de 1927, il a une expansion perpétuelle, mais il n'y a pas de début. Mais en fait, si je rajoute, je mets la constante cosmologique, je vais avoir un début. Et donc, en 1931, Ouais. dans la même revue où il publie la traduction en anglais de son article 1927, il publie un article qui suit, qui va beaucoup plus loin et qui, lui, va faire un scandale absolu, parce que c'est là où il propose un début de l'univers. Parce qu'avant ça, Que on l'on savait appellera pas. Big Bang. Lui, il appelle ça l'atome primitif. Ouais. Donc c'est lui le véritable père fondateur de la cosmologie relativiste moderne, de tous les modèles de Big Bang. Il dit l'univers n'est pas éternel. Il a commencé il y a environ 15 milliards d'années, à l'époque c'était les chiffres que l'on pouvait donner, dans une configuration initiale extrêmement chaude, extrêmement dense, qu'il appelle l'atome primitif, et à partir duquel l'espace rentre en expansion. Et après, il y a 3 évolutions possibles, soit il y a une expansion suivie d'une contraction. On retombe sur le modèle qu'avait proposé Alexander Friedman quelques années auparavant, Big Bang, Big Crunch. Soit une expansion perpétuelle, mais qui ralentit légèrement au cours du temps et qui asymptotiquement va tendre éternellement, va se diluer éternellement. Ou soit, et là c'est encore plus étonnant, Lemaître privilégie une 3e solution, avec une phase d'accélération de la vitesse d'expansion de l'univers. Pour différentes raisons liées à c'est l'idée qui se fait sur la formation des galaxies et sur le rôle fondamental qu'il attribue à cette fameuse constante cosmologique. Je rappelle que la constante cosmologique, j'espère que mon discours n'est pas trop compliqué, mais la constante cosmologique avait été introduite par Einstein pour forcer son modèle de l'univers à rester statique. Ouais. C'était une erreur. Mais il avait bien fait d'introduire la constante cosmologique parce que c'est un terme pertinent, mathématiquement et cosmologiquement pertinent. Et Lemaître va défendre la constante cosmologique contre Einstein qui, lui, a dit, se repent et dit, c'est la plus grosse erreur de ma vie d'avoir introduit cette constante, parce qu'il avait compris qu'il avait introduite à mauvais escient. Ouais. Et Lemaître, après, pendant des années, il dira, mais cher professeur Einstein, au contraire, c'est peut-être l'une de vos plus grandes découvertes. Alors Einstein n'est pas trop content de ça, etc. etc. Voilà. Et donc, comme vous le savez, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, je le dis, cette constante cosmologique va être un petit peu, donc qui sera mise vraiment en avant par Georges Lemaître, et il proposera en 1931 un modèle avec un Big Bang, une première phase de décélération, une phase d'accélération sous l'influence de la constante cosmologique. C'est le modèle cosmologique standard actuel. Ouais. Hein, voilà. Mais il a fallu attendre 60 ans pour en arriver là, c'est-à-dire des observations astronomiques datant des années 90, où les astronomes mesurent la vitesse d'expansion de l'espace, le taux d'expansion, comme on l'appelle, au cours du temps. Et ils s'aperçoivent, à leur immense surprise, parce qu'ils pensaient que ça devait décélérer, avec une immense surprise que ça accélère. Ça accélère. Et on attribue ça à une forme, on a appelé ça l'énergie noire, la dark energy. C'est une forme d'énergie qui va à l'encontre de la gravitation, parce que la gravitation a plutôt tendance à freiner. Et là, on a une accélération. Donc c'est une forme d'antigravitation. À quoi on l'attribue ? Donc on lui donne le nom d'énergie noire. La première chose qui vient à l'idée, c'est la constante cosmologique, qui joue parfaitement ce rôle-là, introduite par Georges Lemaître. Alors après, il y a énormément de débats. Est-ce que c'est la constante cosmologique ou est-ce que c'est autre chose ? Voilà. Donc on voit un petit peu l'intuition absolument phénoménale que Georges Lemaître avait eue, d'autant que dans un article qui avait été également complètement oublié, pourtant lui, il avait été publié en langue anglaise, dans les proceedings de l'Académie des sciences américaine, où il attribue pour la première fois, il commence à s'intéresser à la physique quantique, qui se développe également à cette époque, et il a l'idée absolument géniale, mais sans faire de calcul détaillé, parce que la physique quantique n'est pas encore assez développée à l'époque, mais il a l'intuition géniale que la constante cosmologique, ce terme-là, il peut s'interpréter comme l'énergie du vide quantique. Alors ça veut dire quoi l'énergie du vide quantique ? C'est que la physique quantique prédit que
lorsque vous faites le vide, c'est-à-dire vous enlevez tous les champs de force, les particules élémentaires, il reste quelque chose, de par les principes fondamentaux, les principes d'incertitude de Heisenberg, etc., il reste un niveau d'énergie non nul. Donc l'énergie du vide, le niveau fondamental, c'est un niveau d'énergie qui est non nul. Et c'est l'énergie du vide quantique. Alors, c'est prévu par la théorie, et ça a été mis en évidence indirectement dans des expériences locales, de laboratoire. Et ça, du coup, la chose qui s'appelle l'effet Casimir, etc., où on a une manifestation du vide quantique qui a de l'énergie. Et cette énergie, elle est répulsive. Donc, c'est effectivement l'explication la plus simple et la plus économique que ce qui accélère l'expansion de l'univers aujourd'hui, cette fameuse énergie noire, c'est la constance cosmologique. Mais simplement, il y a eu d'énormes débats autour de ça parce que toute une branche de physiciens, théoriciens venus plutôt de la physique des particules ont calculé, prétendent calculer la valeur de l'énergie du vide quantique dans leurs modèles, qui sont imparfaits, et ils trouvent une valeur incroyablement trop grande par rapport à ce qui sort des observations. Donc ils disent c'est pas la constance cosmologique, c'est autre chose, c'est les champs de force inconnus. Voilà. Donc la question reste ouverte. Il y a actuellement une belle mission spatiale qui a été lancée l'année dernière. C'est un télescope qui s'appelle Euclide. C'est un télescope essentiellement européen, dont d'ailleurs une partie de l'instrumentation très sophistiquée a été fabriquée au laboratoire d'astrophysique de Marseille, auquel je suis maintenant rattaché depuis une dizaine d'années après avoir quitté l'Observatoire de Paris, qui va faire un sondage sur plusieurs années, sur une dizaine d'années, un sondage du ciel profond en mesurant les positions, les décalages spectraux de plus d'1 milliard de galaxies, etc., pour poser des contraintes sur la nature de cette forme d'énergie qui accélère l'expansion de l'univers. Mais déjà, les contraintes actuelles sont très serrées autour de la constante cosmologique. Après, il faut inventer d'autres formes possibles, des champs de force nouveaux inconnus. On peut toujours les inventer sur le papier pour avoir des alternatives. Mais bon, je suis persuadé qu'on arrivera à la constante cosmologique. Alors là, on se rapproche doucement de la fin de notre entretien. J'aurais juste quelques petites questions pour la fin. Est-ce que vous regardez des films, vous lisez de la science-fiction ou pas spécialement? Alors, j'en ai beaucoup lu dans ma jeunesse. Ouais. Après, c'est vrai que donc, je suis influencé, d'une certaine manière. Mais bon, maintenant, j'ai plaisir à aller voir les grands films de science-fiction. Je me suis remis avec Interstellar. Bon, il y avait 2001 Odyssée de l'espace. Ouais. D'ailleurs, dans l'un de mes nombreux ouvrages consacrés au trou noir, j'ai un chapitre où je parle particulièrement de la 2001 Odyssée de l'espace, le fameux film de Kubrick qui date de 1968. 1968, le terme de trou noir n'existe pas encore vraiment. Il vient à peine d'être proposé par John Wheeler. Mais en fait, le scénariste, un grand écrivain de science-fiction qui s'appelle Arthur C. Clarke, avait lu les premiers articles de vulgarisation qui étaient parus dans Scientific American sur des trous noirs qui pouvaient faire office de portail pour voyager dans l'espace-temps. Avec cette hypothèse, je n'ai pas eu le temps d'en parler parce que j'ai tellement développé les questions précédentes que bon, voilà, enfin, j'ai tout le temps, voilà. Que quand un trou noir se forme, on se pose la question fondamentale, est-ce qu'il y a un fond? Où va la matière et l'énergie? Il y a des solutions très fascinantes dans lesquelles le trou noir n'a pas de fond, mais offre en fait un passage pour aller ressortir ailleurs dans l'espace-temps. Ce passage a été baptisé trou de verre, wormhole en anglais, et si ces passages existaient et s'ils étaient empruntables par des particules élémentaires ou encore mieux par des vaisseaux spatiaux, on aurait enfin trouvé un moyen possible pour voyager dans l'espace et le temps en utilisant des raccourcis. Ce sont des distorsions topologiques, alors qui n'ont pas à voir avec la topologie globale des espaces universels, mais des distorsions locales de l'espace et du temps très puissantes, engendrées par ces champs gravitationnels énormes que provoquent les trous noirs, qui provoqueraient effectivement des sortes de raccourcis, des sortes de tunnels spatio-temporels. On rentre dans le trou noir, on traverse ce trou de verre et on ressort ailleurs dans l'espace et dans le temps.
mais sur des échelles temporelles très raccourcies, sans avoir jamais dépassé la vitesse de la lumière, qui, elle, reste effectivement indépassable. Donc, ça a fasciné, donc, évidemment, les écrivains de science-fiction. Et déjà, donc, dans 2001 Odyssée de l'espace, il y a déjà cette allusion, sans que le mot trou noir ne soit prononcé, parce qu'il n'est pas encore utilisé, mais le mot de portail des étoiles est déjà utilisé. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du film, il y a une anomalie gravitationnelle au niveau de Saturne, et après, il y a des choses temporelles un petit peu bizarres, où il voyage dans son futur, ce genre de choses-là. Donc, c'est la première apparition, en fait, la première adaptation science-fictionnesque de ces idées de portail, qui après vont se développer avec Stargate, toutes les séries sur Stargate, les portes des étoiles, et Interstellar aussi, également. Donc après, oui, il y a des bons films. Je ne lis plus beaucoup de romans de science-fiction, mais en revanche, au cinéma, je me suis régalé avec Dune, par exemple. Voilà. Mais pour moi, en fait, mon imaginaire... Enfin, c'est important que vous me posiez aussi cette question, parce que mon imaginaire créatif, parce que moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans la recherche scientifique. Bon, j'ai dit qu'il y avait une petite partie qui venait de mes lectures de jeunesse de science-fiction, mais l'essentiel vient de la façon dont moi j'ai toujours fonctionné depuis ma plus tendre enfance. Je ne suis pas monopolaire. Voilà. Je ne suis pas un scientifique pur et dur. Si, parce que j'ai fait effectivement des travaux purs et durs là, mais j'ai des activités, j'ai toujours eu des activités qui, pour moi, forment un tout. Ce n'est pas des violons de nègre, ce n'est pas des hobbies, des activités artistiques. Voilà. Je pratique la musique, je pratique la peinture, le dessin, la littérature, le roman, l'essai, la poésie, etc. Et pour moi, ce sont des formes mentales qui se complètent l'une l'autre, qui s'enrichissent mutuellement. Et je pense que mon imaginaire créatif scientifique, l'idée d'être le premier à avoir l'idée de simuler l'aspect visuel d'un trou noir, les univers chiffonnés qui au départ ont vraiment un petit peu choqué, etc. Je n'ai pas eu le temps de parler de mes crêpes stellaires flambées, qui est aussi une belle aventure, tout à fait intéressante, viennent effectivement, je pense, d'un imaginaire créatif qui est nourri par également ma passion pour d'autres formes de perception de l'univers. Mais c'est vrai que des fois, dans l'imaginaire des gens, on a tendance à dissocier le côté artistique du côté pragmatique, absolument, scientifique. Et c'est une erreur monumentale qui est introduite aujourd'hui, malheureusement, un peu souvent dans l'éducation, où on va dire... Bon, d'un côté, il y a les scientifiques, et d'un côté, il y a les littéraires. T'es bon en maths, tu vas devenir scientifique, ingénieur, ou je sais pas quoi, puis t'es mauvais en maths, tu vas devenir écrivain. C'est complètement absurde, évidemment. Voilà. Et c'est comme si on séparait également le savoir. Le savoir serait froid, les sciences seraient froides, et les autres disciplines seraient... c'est complètement absurde. Moi, dans mes travaux scientifiques, j'ai eu des émotions incroyables, mais de la même façon, dans mes activités artistiques, j'ai aussi le souci de la structure. Donc, dans les deux cas, il y a quelque chose qui part de notre imaginaire, dans une création, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit artistique, on part de notre imaginaire profond, après on élabore quelque chose, mais avec des moyens différents. Si vous faites un modèle scientifique, après vous essayez de rationaliser, de formaliser, etc. Après une création artistique, mais malgré tout, il y a une mise en structure. Voilà. Donc il y a vraiment des corrélations dans la création artistique et la création scientifique, sur laquelle je me suis exprimé. Je me suis exprimé plusieurs fois. Et vraiment, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je pense que c'est pratiquer en même temps ces différentes formes de perception et de compréhension de l'univers s'enrichit mutuellement de façon un peu souterraine. On appelle ça des sortes de fertilisation croisée. Et voilà. Et l'imaginaire créatif du scientifique, il s'enrichit pour moi d'un imaginaire artistique. Et inversement, après, la création artistique peut être influencée par les travaux, ce qui a été le cas, effectivement, dans certaines de mes et vous m'avez dit aussi que vous étiez pianiste. Comment est-ce qu'on peut lier, du coup, la physique et la musique, de l'autre côté ? Ça, en fait, c'est la corrélation la moins surprenante. On pourrait dire, a priori, plutôt s'étonner entre la physique et la poésie, ou la physique, ou je sais pas quoi, et la peinture. Avec la musique, c'est historiquement le cas.
n'oublions pas que dans l'Antiquité grecque, la musique figurait aux côtés de l'arithmétique et de la géométrie parmi les 4 disciplines majeures, parce que la musique a été mathématisée très tôt par l'école pythagoricienne. L'école pythagoricienne a tout de suite compris que la musique se réduisait à des modes vibratoires avec des rapports de nombres entiers. Vous prenez une corde, vous la divisez en deux, vous divisez vous multipliez par 2 la fréquence, vous obtenez l'octave, et après vous engendrez la gamme naturelle. 3/2, vous avez la quinte, etc. Donc il y avait déjà une première relation entre les modes, la gamme naturelle, la gamme harmonique naturelle et l'arithmétique, avec des fractions entre nombres entiers. Voilà. Après, ça s'est considérablement développé, on appelait ça la musique des sphères, où après, les premiers cosmologistes grecs, de façon un peu fantasmatique, mais influencés par Pythagore, ont pensé que l'univers lui-même, l'organisation du cosmos à grande échelle, obéissait à des règles d'harmonie musicale. Et donc, par exemple, les planètes étaient censées être associées à des notes de musique, surtout qu'à l'époque, on connaissait que 7 corps, on pensait que la Terre était au centre, et qu'il y avait 7 planètes dont la Lune et le Soleil faisaient partie. Donc, il y avait les 5 planètes usuelles visibles à l'œil nu, plus la Lune et le Soleil, qui étaient censés tourner autour de la Terre, et ça correspondait aux 7 notes de la gamme naturelle. Donc, il y a eu cette tentation assez jolie, poétique, qui s'est révélée fausse par la suite, mais qui a été enrichissante dans l'imaginaire et le développement de la cosmologie, de lier effectivement une harmonie musicale à la construction du monde à grande échelle. Ça a culminé avec Kepler, qui est l'un de mes personnages préférés de l'histoire, parce que je lui ai consacré notamment deux romans biographiques, où lui, il a poussé au maximum cette idée d'une harmonie, d'une harmonie musicale. Donc, pas de surprise à avoir. Aujourd'hui, évidemment, ces idées-là ont largement évolué. J'ai quand même mentionné, quand j'ai parlé du décodage et du rayonnement fossile, j'ai parlé de la décomposition harmonique qui viennent de techniques musicales. Donc aujourd'hui, l'harmonie des sphères, elle s'est mathématisée de façon évidemment beaucoup moins naïve que dans l'Antiquité, mais il y a toujours effectivement l'intervention de quelque chose qui ressemble à la musique dans l'analyse des modes vibratoires, et à toutes les échelles, pas à l'échelle seulement de la cosmologie, à l'échelle des particules élémentaires. N'oublions pas, alors on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses, mais depuis 10 ans, je travaille maintenant sur la partie la plus ambitieuse de la physique fondamentale qui s'appelle les théories de gravitation quantique. Oui. Je rappelle très brièvement que au XXe siècle, il y a 2 grandes théories de la physique qui ont été donc élaborées. Il y a la relativité générale d'Einstein, théorie de la gravitation, qui a supplanté la théorie ordinaire de Newton. Ça l'a pas éliminé, ça a simplement considéré que c'était une approximation dans des faibles champs de gravitation. Bien, voilà. Et puis, il y a eu la physique quantique, donc plutôt la physique de l'infiniment petit. Chacune de ces théories s'est développée, a rencontré des succès extraordinaires. Aujourd'hui, leurs prédictions sont mesurées dans des expériences avec une précision absolument hallucinante du millionième de milliardième, incroyable. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement justes. Aucune théorie ne peut être définitivement juste. Or, justement, chacune de ces théories aboutit, quand on les pousse dans certains de leurs retranchements, aboutissent à des choses qui ne vont pas. Notamment, la relativité générale. Si vous extrapolez dans le passé pour l'univers, vous arrivez au Big Bang. Mais le vrai Big Bang de la relativité générale, c'est une absurdité physique parce que c'est ce qu'on appelle une singularité. Un point de volume nul dont sortirait tout l'espace et le temps. C'est physiquement absurde. Ouais. Voilà. Pareil, la physique quantique également présente quelques défauts. Donc je dis, si on mariait les deux, peut-être qu'on éliminerait les problèmes. Et effectivement, l'idée de commencer à introduire des phénomènes de physique quantique pour décrire l'univers très primordial semble éliminer la singularité initiale. On commence à imaginer des modèles que l'univers a pu exister avant le Big Bang. Le Big Bang, non, ne serait pas le début du temps, ne serait pas une singularité. Voilà. Et donc pour ça, c'est un travail qui a été commencé il y a plus de 60 ans par les physiciens théoriciens, d'essayer d'arriver à marier ces 2 théories. Et le problème, c'est que a priori, dans leur état initial, elles sont totalement incompatibles. Elles sont formulées dans des cadres d'espace-temps complètement différents. Voilà. Et donc, il y a eu un effort théorique considérable, le plus grand effort théorique de l'histoire des sciences, d'essayer d'élaborer ces théories de gravitation quantique. Tout le monde s'est cassé les dents dessus.
Einstein a commencé, après les autres ont pris le relais, et aujourd'hui on en est à des scénarios, des théories. Alors certains ont peut-être entendu parler de la théorie des cordes, et puis d'autres ont peut-être entendu parler de la gravité quantique à boucle, etc. Mais en fait, il y a une bonne dizaine de théories qui sont en cours de construction. Chacune propose des visions complètement nouvelles et essaie d'unifier les deux, mais aucune théorie n'a encore d'équation définitive, tellement qu'elles sont compliquées, et surtout elles ne peuvent pas être testées expérimentalement, parce que c'est dans le domaine d'énergie inaccessible pour l'instant. Mais c'est la partie la plus fascinante aujourd'hui de la recherche fondamentale, et voilà. Et donc, je travaille depuis une dizaine d'années. Et j'ai fait d'ailleurs une synthèse provisoire de l'état de la question dans l'un de mes livres les plus récents qui s'appelle L'écume de l'espace-temps. Ouais. Qui vient en plus de ressortir maintenant en livre de poche, où j'explique à la fois ce que sont les modèles standards de la cosmologie et de la physique des particules, chacun fondé sur la relativité générale seule ou sur la physique quantique seule, et puis après, les défauts de ces modèles standards, c'est-à-dire là où ça cloche, et est-ce qu'une théorie qui marierait les deux, théorie du gravitaire, résoudrait ces problèmes-là. Et je décris 7 approches différentes, dont la plus connue, la théorie des cordes, mais en la critiquant, parce que je sais que ce n'est pas la bonne, voilà, malgré tous les efforts considérables qui ont été faits. Et voilà, proposer tout un panorama de chacune de ces approches-là, avec les points forts et les points faibles de ces théories. Pour moi, c'est la partie effectivement la plus excitante de cette recherche sur les mystères ultimes de l'espace et du temps. Et je ne suis pas sûr qu'on y arrive un jour, d'ailleurs. Hein. Ouais. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent de façon peut-être un peu naïve, qu'il puisse exister une théorie du tout, on les appelait la théorie of everything, comme on dit en anglais, comme si on pouvait avoir une équation unique qui régissait l'ensemble de tous les phénomènes, incluant en plus les phénomènes mentaux, les sciences cognitives, etc. À mon avis, c'est un fantasme. Juste une dernière question pour la fin. Pour ceux qui nous regardent et qui voudraient en apprendre un petit peu plus, est-ce que vous avez des livres à leur conseiller ? Oui, alors on a la chance quand même aujourd'hui, contrairement à l'époque où moi j'ai commencé il y a 45 ans, il y avait très peu de livres, de bons livres de vulgarisation. Aujourd'hui, il y en a vraiment une grande quantité, de grande quantité. Et souvent, justement, des livres non plus écrits par des journalistes, mais vraiment écrits par des chercheurs qui vraiment ont pris conscience de l'importance fondamentale de la culture scientifique. J'aime pas trop le terme de vulgarisation, mais enfin bon, on appelle ça aussi, voilà, pour essayer de faire passer les recherches que l'on fait dans un langage forcément simplifié, mais surtout pour attirer des jeunes et leur faire comprendre que devenir chercheur, malgré le parcours du combattant incroyable que ça représente aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant parce que c'est créatif et c'est très excitant. Moi, je sais que mon premier livre de vulgarisation, je l'ai publié en 1987, c'était sur les trous noirs. C'était le premier livre de vulgarisation écrit en langue française sur les trous noirs. Et je sais, et j'ai vu par la suite que ce livre, il a converti plusieurs, peut-être au moins une bonne dizaine, et sans doute plus, de jeunes qui ont lu ce livre à l'époque et qui sont devenus astrophysiciens. Parce qu'ils sont venus me le dire plus tard. Ok. Plus tard. Voilà, un astrophysicien m'a dit, ils sont venus me voir. Jean-Pierre, j'ai lu ton livre ou votre livre quand j'étais jeune, que je suis devenu astrophysicien. C'est la meilleure récompense que je pouvais avoir. Oui, j'imagine. Voilà. Et je sais qu'effectivement, moi j'ai publié maintenant pratiquement une vingtaine d'essais, plusieurs d'entre eux. Voilà. Donc ça, c'est ma contribution. Comme effectivement, je n'ai jamais fait d'enseignement en tant que directeur de recherche CNRS, je n'avais pas de charge d'enseignement, mais j'ai essayé de divulguer mon savoir à travers d'innombrables conférences à tous les niveaux. Notamment, je me souviens quand j'allais, parfois j'étais invité par des professeurs de lycée pour des classes terminales ou les premières des classes terminales. Vous voyez que les gosses s'intéressaient pas, les jeunes, pardon, s'intéressaient pas, ils s'ennuyaient à la mathématique et à la physique, etc. Et moi, j'allais leur expliquer, avec mes termes à moi,
ce que c'était vraiment, comment il faudrait enseigner la physique, etc. Et il en sortait complètement enthousiaste. Donc, il y en a beaucoup qui se sont convertis et veulent faire de la recherche scientifique maintenant. Voilà. Donc, j'ai remplacé ça par effectivement mes livres et mes innombrables conférences. C'est ma façon à moi de divulguer le savoir et d'attirer les jeunes vers ce métier extrêmement difficile, de plus en plus difficile, malheureusement, mais qui est fascinant parce que c'est un métier créatif. Merci beaucoup, hein, Jean-Pierre Luminet, pour cet entretien. Merci à vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner parce que dans pas longtemps, on va pouvoir sortir une autre série de vidéos qui sera orientée sur l'astrophysique, la cosmologie et la physique quantique. Merci à vous et à bientôt.